Alors d'une part, le contexte, si vous voulez, nous avons eu une nouvelle élection en Allemagne avec un nouveau chancelier, Olaf Scholz, social-démocrate, qui succède donc à Angela Merkel, qui avait ces dernières années marqué le paysage allemand, hein, tant en matière de politique intérieure qu'en matière de politique extérieure. Et donc c'était intéressant de voir comment ça allait fonctionner avec la France, comment Emmanuel Macron, qui lui-même avait été réélu, peu de temps avant, allait pouvoir donc engager un travail avec ce nouveau chancelier. Alors qui n'était pas inconnu, c'est pour ça que c'est important de le souligner, puisqu'il était précédemment ministre des Finances. Donc il a eu affaire à des membres du gouvernement français et à des membres travaillant avec Emmanuel Macron. Donc personne ne découvrait Olaf Scholz. Donc ça c'était le premier point. Politique à la fois intérieure et internationale. Le deuxième point, c'est que l'on ressent actuellement une difficulté de fonctionnement de la relation franco-allemande. Bon, le meilleur exemple en est, puisque c'est tombé hier, que le Conseil des ministres franco-allemands, qui était prévu le 26 octobre à Fontainebleau, a été reporté en janvier 2023 à la demande de la partie allemande, tant il y a des difficultés à se structurer collectivement, en tout cas à deux, autour de sujets aussi importants que la défense, l'énergie. Donc on voit bien que le contexte portait à sortir une revue sur le sujet avec l'intitulé « Repenser », ça veut dire comment est-ce qu'on redéfinit la relation franco-allemande, tout en sachant qu'il y a une base forte, et que les traités engagent aussi. Il y a le traité de 1963, le traité de l'Élysée, franco-allemand, de Gaulle-Adenauer, mais récemment, 2019, le traité d'Aix-la-Chapelle, qui ont les deux toute une série d'engagements, de clauses que les deux pays doivent s'engager à respecter. Donc il y avait un contexte, si vous voulez, favorable à mettre le sujet sur la table. Je dirais qu'il y a eu de la part d'Emmanuel Macron une grande attente à l'égard de l'Allemagne, notamment lorsqu'il a fait son fameux discours à la Sorbonne, en 2017, donc peu de temps après être arrivé au pouvoir. Et on ne le souligne pas suffisamment, dans le discours de la Sorbonne, il y a un passage uniquement consacré à l'Allemagne. C'est-à-dire que dans ces quelques lignes, il dit très bien j'en appelle à l'Allemagne, j'espère pouvoir construire avec l'Allemagne une nouvelle Europe, j'ai besoin de l'Allemagne, nous ne serons pas toujours d'accord sur tout, mais nous fonctionnerons ensemble pour construire cette nouvelle Europe. Donc dans l'esprit d'Emmanuel Macron, c'était une Europe plus intégrée, voilà. Bon. Et donc, il y a eu, il faut le dire, une réticence un petit peu du côté allemand. En tout cas, il n'y a pas eu de réponse officielle dans l'immédiat. De la part d'Angela Merkel, il n'y a pas eu de réponse. Et d'ailleurs, Angela Merkel s'est elle-même fait critiquer dans son propre camp, parfois, et en tout cas en Allemagne, par une partie de la presse, en disant, mais tout de même, elle n'a jamais répondu à Emmanuel Macron. Elle aurait pu faire un discours, en disant, voilà, point d'accord, point de désaccord. Non, elle n'a jamais répondu. Donc il y avait une sorte, si vous voulez, d'interrogation sur ce que voulait vraiment l'Allemagne. Alors je dirais qu'il faut distinguer donc le premier quinquennat. Alors Emmanuel Macron travaillait avec Angela Merkel, et Angela Merkel n'a jamais eu de relation émotionnelle à la France. Donc ça joue un rôle aussi. C'est quelqu'un qui vient de l'Est, qui a été sociabilisé politiquement à l'Est. Donc pour elle, la France est un partenaire important. Il ne s'agit pas évidemment de le contester, mais assez relatif finalement. Et elle était très attachée aux relations avec les pays de l'Est. La Pologne, l'Europe centrale de manière générale. Donc on voyait que c'était difficile pour la France
Bon, en dépit, évidemment, hein, des manifestations publiques ou les photos communes, etc. Mais ça, c'est un peu pour le portrait, hein, si je puis dire. Bon, mais il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière. Et là, les choses n'étaient pas faciles. D'ailleurs, la volonté, si vous voulez, d'avoir une rénovation du traité de l'Élysée de 1963, elle est venue très très tôt du côté de la France. Et ça a tardé, oui, 2019 quand même. Hein, il a fallu attendre parce que, bon, il y avait des tiraillements. Bon, l'Allemagne se disait, bon, est-ce vraiment nécessaire tous ces traités, voilà. Bon. Donc, si vous voulez, il faut avoir ça à l'esprit. Donc, ce n'était pas simple, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a eu ce plan d'urgence. Vous voyez, hein, au moment du Covid, bon, qui a quand même sauvé l'Europe, il faut bien le dire. Hein, voilà. Alors ce plan d'urgence, il a été construit à partir bon, d'une base franco-allemande. Il n'est pas que franco-allemand, mais sans proposition commune de la France et de l'Allemagne, il n'aurait sans doute jamais existé. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'Allemagne a dit oui. Là, c'était vraiment une mutualisation, un début de mutualisation, dans l'urgence. C'est ça qu'il faut retenir. Vous voyez ? Donc dans l'urgence, que l'Allemagne était aussi confrontée au même problème. Bon. Donc Angela Merkel a fini par accepter en se disant, bon là, on est un peu au bord du gouffre, je ne peux pas rester là de manière attentiste, bon, il faut réagir. Voilà. Donc ça, oui, donc c'était alors un premier quinquennat, bon, avec le souvenir de ce plan financier commun, donc qui cachait un peu la forêt des difficultés. Bon. Et maintenant, c'est le deuxième quinquennat. Deuxième quinquennat avec un autre chancelier, bon, qui lui, donc, est quelqu'un de très pragmatique. Donc, pas du tout communication. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, il dit « moi je suis là pour travailler les dossiers, résoudre les problèmes, pas être constamment à la télévision ou me faire prendre en photo, etc. » C'est difficile de porter un jugement maintenant parce que l'affaire démarre, hein, si je puis dire. Bon. Mais tout de même, le report de ce conseil des ministres franco-allemands est quand même un mauvais signe, parce que démarrer à la fois pour le chancelier, bon, et pour Emmanuel Macron, en quelque sorte, son deuxième quinquennat, par ce genre de situation, ce n'est pas très bon. Et on voit bien que sur un certain nombre de sujets, il n'y a pas eu d'accord européen parce qu'il n'y a pas eu avant d'accord franco-allemand. Et ça, c'est une donne importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un accord franco-allemand ne suffit plus, vous voyez, mais sans accord franco-allemand, ça n'avance pas. Et on le voit sur la question du plafonnement des prix du gaz. S'il y avait eu un accord franco-allemand avant, je pense qu'il aurait été plus facile de convaincre les quelques réticents, qui sont minoritaires d'ailleurs. Hein, voilà. Et donc, comme cet accord n'a pas eu lieu, on va voir ce que donnera le Conseil européen qui s'ouvre aujourd'hui. Hein. Mais vous voyez, c'est pour vous dire combien la chose est quand même délicate. Et le gros sujet, ce sont les désaccords en matière de défense. Quoi, hein, alors qu'on parle des deux côtés du Rhin d'autonomie stratégique européenne. Alors, la question, bon, là, on pourrait en débattre éternellement, mais moi, mon sentiment, c'est que, alors, moi, je ne crois pas uniquement au duo, vous voyez, tel chancelier s'entend bien avec tel président, ou tel président avec bon chancelière. Bon, ça joue évidemment les personnes, c'est comme dans la vie courante. Mais je crois vraiment au travail de fond. Et là, il y a, à mon avis, une difficulté majeure. C'est que je considère que nous n'avons pas forcément la même conception de la souveraineté européenne. Alors, c'est un concept qui est utilisé dans les discours officiels des deux côtés du Rhin. Donc les gens qui regardent ça de l'extérieur se disent bon, bah, ils sont d'accord, puisque bon, tout le monde parle de souveraineté européenne. Sauf que je ne suis pas sûr que l'on mette le même sens derrière le concept. Le conflit ukrainien a donné de l'Allemagne une autre image que ce que l'on avait avant. C'est-à-dire que, bon, c'est le fameux discours du chancelier devant le Bundestag en disant « je vais réarmer l'Allemagne ». Bon, voilà.
Donc il y a eu du côté français, mais dans d'autres pays aussi, hein, bon, une grande surprise parce qu'on s'était habitué à une Allemagne, notamment sous Madame Merkel, qui n'était pas très engagée sur les questions militaires. Bon, d'ailleurs, c'était une des polémiques avec les États-Unis, hein, où les États-Unis disant mais l'Allemagne, c'est un pays très riche, etc. Elle ne finance pas suffisamment bon, son armée et donc ne participe pas suffisamment à l'OTAN. C'était quand même la grande question. Et au-delà de la personnalité de Trump, bon, une des difficultés de la relation Trump-Merkel, c'était ça. Trump disait, mais c'est incroyable, il finance pas suffisamment. Bon, donc on s'était plutôt habitué à une Allemagne, alors pas en retrait, parce que moi j'ai toujours analysé la chose de manière différente. Ma thèse a toujours été qu'à un moment ou à un autre, l'Allemagne allait croître en termes de puissance, non seulement économique, ça l'est déjà, politique, bon aussi, mais de plus en plus aussi puissance diplomatique et militaire. Bon, le contexte s'y prêtait pas immédiatement, bon, mais elle en avait les moyens. Bon. Et donc, lorsque le chancelier a annoncé ce plan de 100 milliards d'euros pour réarmer l'armée fédérale, bon, 100 milliards, c'est quand même considérable, quoi. Voilà. Ce qui peut donner d'ailleurs, si on regarde les choses de près, moi j'ai analysé année sur année, c'est sur plusieurs années, mais ça veut très nettement dire que peut-être très très vite, l'armée fédérale dépassera la France, enfin l'Allemagne dépassera la France en termes d'armement, d'équipement, etc. Donc, si vous voulez, voilà, la crise ukrainienne, autre visage de l'Allemagne, différent. Bon. Alors en quoi ça a donc impliqué, bon, impacté, comme on dit, sur la relation franco-allemande? Ben, évidemment, les gens se sont dit 100 milliards d'euros, l'Allemagne va beaucoup investir sur les programmes d'armement franco-allemands, voilà, notamment le fameux projet d'avion, hein, 5e génération, le SCAF, etc. Bon, il y avait un projet aussi de blindés, bon, pas forcément. Donc là, évidemment, ça a été un peu une déception, hein, qu'on peut comprendre. Alors, bon, il y a des arguments de part et d'autre. Hein. Les difficultés sont en partie liées à bon, une difficulté à dialoguer entre les Dassault, Airbus. Il y a un autre groupe important en Allemagne dans le domaine de l'armement, c'est Rheinmetall. Bon. Donc tous ces gens-là ont manifestement quelques difficultés à s'entendre. Mais au-delà de négociations entre industriels, il y a la parole politique. Bon. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de parole politique de la part de l'Allemagne disant mais nous allons privilégier les programmes franco-allemands. En matière d'armement, les programmes dont on parle actuellement, hein, ils remontent à 2017 déjà. C'est le Conseil de défense et de sécurité franco-allemand de 2017 qui a lancé ces programmes. Bon, oui, donc c'est pas quand même, c'est pas il y a 1 ou 2 ans. Hein. Bon, voilà. Et ça n'avance pas. Et ça patine. Bon. Donc, il y a là une vraie difficulté. Et c'est pour ça que je vous disais, quand on parlait de souveraineté, parce que là, la défense, c'est vraiment le domaine de la souveraineté. Hein, tout ce qui est armement, là, vraiment... Là, à mon avis, on touche du doigt ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que, bon, oui, mais est-ce qu'on a vraiment la même conception de la souveraineté des deux côtés du Rhin? Et là, c'est un exemple qui illustre parfaitement. Peut-être qu'il faudrait avoir vraiment une discussion de fond, hein, sur ce qu'on entend par souveraineté européenne. Pour les Allemands, et ça c'est important, la notion de souveraineté européenne n'exclut pas, loin de là, bon, une relation étroite avec les États-Unis. Et ça se voit, bon, alors là, le temps nous manque pour expliquer, mais c'est historiquement fondé. Hein, bon, il faut lire les ouvrages parus sur l'unification, tous les Allemands, les historiens allemands, bon, vous disent, et Helmut Kohl, dans ses mémoires, dit « Sans les États-Unis, nous n'aurions jamais pu être unifiés ». Bon, et puis il y a même, bon, bien avant 1924, l'accord sur les dettes, enfin bon, les sorties de guerre. Les sorties de guerre ont toujours été accompagnées par les États-Unis concernant l'Allemagne, financièrement et politiquement. Bon. Et l'unification. Bon, donc si vous voulez, il y a une sorte de dette historique et mentale à l'égard des États-Unis que nous avons du mal à comprendre. Et donc, voilà, quand les Allemands ils choisissent un programme américain plutôt qu'un programme européen ou franco-allemand, ça ne les choque pas, eux, personnellement. Vous voyez ? Sauf que pour nous, ça remet beaucoup de choses en question.